Bonjour Paul, je suis ravie de t'accueillir dans cette deuxième édition du Sommet des crypto-monnaies. Tu étais déjà présent l'année dernière et je suis ravie de t'avoir encore cette année. C'est un pur bonheur. Ben, merci Stéphanie, avec un grand plaisir que je suis de retour pour le sommet des cryptos. Merci à toi, j'insiste. Et puis, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si jamais il y en a, est-ce que tu peux te présenter un petit peu vite fait pour qu'on sache d'où tu viennes? Ben oui, avec plaisir Stéphanie. Moi, dans le fond, je suis connu sous le nom de Paul Crypto Formation sur YouTube, Twitter, Telegram. Puis, bon, c'est ça, ça fait plusieurs années que je suis dans le marché des cryptos. J'étais là depuis 2016. Depuis 2017, je fais des vidéos pour la communauté. Puis, bon, c'est ça, j'ai un groupe de recherche où est-ce qu'on essaie de trouver les pépites en crypto qui s'appelle Crypto Recherche avec d'autres partenaires comme Iril Crypto puis mon équipe. Puis j'ai des formations en crypto pour aider les gens à entrer dans le monde des cryptos puis comprendre qu'est-ce que c'est pour éviter justement les erreurs puis bien avoir les bonnes pratiques en crypto. Fait que puis en plus j'ai écrit le livre La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies en 2021. Fait que voilà pour le Très merci. bon livre. Merci. Écoute, c'est super, ça va me faire une très bonne intro pour la question, la toute première question que je vais te poser, qui est, je voulais savoir justement quelle était ta stratégie d'investissement et si tu investis dans le marché traditionnel ou que dans les cryptos, etc. Et pourquoi, donc je répète ça à chaque fois, mais je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, pourquoi je pose cette question et que je commence par celle-là? Parce que on va se rendre compte durant tout ce week-end qu'il y a autant de profils d'investisseurs qu'il n'y a d'investisseurs et que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, mais que par contre c'est très important de suivre son profil. Est-ce que tu pourrais nous donner le tien? Ben, très bon point, Stéphanie, parce que c'est vrai, ça c'est comme une erreur que plusieurs personnes font sur YouTube ou en suivant des influenceurs, là, que je déteste ce mot-là. Les gens ont un horizon d'investissement de, par exemple, une semaine, puis si un influenceur qui a un horizon d'investissement sur 5 ans, ben c'est sûr que si tu essaies de suivre le plan de la personne que tu suis, puis il n'y a pas le même plan d'investissement que toi, tu te fais démonter à chaque fois. Donc, pour t'expliquer ma stratégie d'investissement, oui, j'ai investi dans le marché traditionnel, oui, j'ai investi dans le marché des cryptos. Puis, moi, de mon côté, ben, je balance selon les cycles. J'essaie de garder ma stratégie le plus simple possible. Donc, pour t'expliquer, j'achète quand c'est bas, selon moi, qu'on arrive dans un moment de dépression dans le marché puis que c'est triste. Puis, j'essaie de garder mes positions pour un cycle complet. Puis, habituellement, mes positions, je les garde plusieurs mois quand j'ai une position. Donc, c'est pas, je fais pas de day trading, puis de trading court terme, j'en fais un peu, mais généralement, la plupart de mes positions, c'est pour plusieurs mois. Puis, j'ai un plan, parce qu'en crypto, parfois, on peut perdre la notion de c'est quoi l'argent, surtout quand on est dans un cycle haussier, puis il arrive des fois 30, fois 50, fois 100. Donc, j'ai un plan pour faire du DCA. Quand on est dans le DCA, c'est d'investir par palier quand le marché est dans son bas. Puis un plan quand que je commence à faire des profits pour vraiment prendre des profits puis éviter d'être le mec qui est pas vendu quand il est rendu à x100 puis qui se fait défoncer. Puis c'est ça, bon, en ce moment, j'ai à peu près 40% de mon portfolio en crypto. En actions, j'ai à peu près, bon, là, ça a beaucoup monté parce que je t'investis dans les compagnies minières, mais à peu près 25% de mon portfolio. D'accord, d'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes stratégies? Ce que je veux dire par là, et tes techniques, ce que je veux dire par là, c'est, tu nous as dit que tu faisais pas de day trading, mais il me semble que tu fais un peu de swing trading des fois, que si l'occasion s'y prête. Est-ce que tu utilises aussi dans tes techniques, est-ce que tu as des indicateurs ou des choses comme ça qui te permettent de savoir si c'est un bon moment pour acheter? Comment tu fais un peu tout ça? Comment tu arrives à te retrouver là-dedans? Ah, ok. Ben, moi, je dirais que je suis, pour tout ce qui est investissement à plus court terme, je suis plus un trader de narratif, là. Je pense que les gens qui suivent ma chaîne YouTube ont compris que j'essaie de repérer les tendances qui vont être explosives. Parce qu'en crypto, en général, on a un peu comme la fameuse phrase qui dit « La marée montante monte tous les bateaux là, sur l'océan puis la mer ».
Ben, ça arrive quand le marché haussier commence, quand le Bitcoin monte, les grosses cryptos commencent à monter, ben, toutes les cryptos, même si c'est de la merde, vont monter. Puis, étrangement. Mais c'est comme ça dans tous les marchés. Puis, dans ces montées-là qui est comme continue généralement sur quelques années, ben, il y a des cycles de certains narratifs qui vont monter avant les autres puis qui corrigent. Là. Puis ça dure généralement 30 à 90 jours, là, ça dépend quel cycle. Comme au début de l'année 2023, on avait l'intelligence artificielle. On a eu, dans le dernier cycle, il y avait une bulle sur les NFT, Metaverse, la DeFi. Puis ça fait qu'on peut profiter de mouvements explosifs avant que d'autres cryptos se réveillent. Puis là, c'est là qu'on peut vraiment décupler les gains. Fait que moi, je suis un trader de narratif, comme j'explique. Quand que je vois un narratif qui est clairement identifié, puis que je sais que j'ai un edge, que je suis arrivé avant les autres ou la majorité, j'aime mettre une grosse partie de mon portfolio dedans, puis en profiter, puis rapidement prendre des profits, parce qu'on sait qu'un narratif, ça dure pas toute la vie. Puis, ouais, fait que ça, c'est généralement ma stratégie plus court terme. Puis long terme, ben là, en crypto, pour l'instant, on a des cycles de 4 ans. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais pour l'instant, selon moi, on est arrivé à un bas du marché là, à la fin 2022. Puis, d'après moi, on va avoir un cycle qui va ressembler aux autres en termes de montée. Donc, ma thèse d'investissement, c'est de rester la plupart de mon capital en crypto pour le cycle théorique. Mais bon, on va se réajuster selon les métriques qu'on va voir. Et justement, en parlant de métriques, comment tu sais qu'un un narratif arrive à son terme? Donc, tu nous as parlé de 30 à 90 jours. Il y a aussi le fait qu'on en parle beaucoup avec la presse et tout ça. Mais comment est-ce que tu arrives à déterminer à quel moment il faut que tu vendes, que tu as bien surfé sur le narratif et qu'il est temps de vendre? Puis ma deuxième question, est-ce que tu vends tout de ton narratif ou est-ce que tu récupères ta mise puis tu gardes le reste pour plus tard justement? Ok, ouais, ben, bonne question. Ben, ça dépend, je te dirais, premièrement, pour répondre à la première question, quand est-ce qu'un narratif arrive à s'achever, là, c'est beaucoup un truc de social, de sentiment. Puis Twitter est vraiment extrêmement puissant pour ça. En général, il y a deux choses que je surveille. Premièrement, le price action. Si une crypto a fait x10, ben, il ne faut pas se poser de questions. À un moment donné, il faut prendre des profits. Puis l'autre point, c'est quand tout le monde est un génie, par exemple, de l'intelligence artificielle ou des meme coins qu'on a vu aussi en 2023, ben, en général, c'est là que la masse arrive, puis là, les baleines qui ont acheté avant attendent justement qu'il y ait cette phase d'euphorie-là dans le marché pour que les nouveaux achètent pour qu'ils puissent leur vendre. Ça fait que moi, je veux pas être dans ceux qui se fait vendre dessus. Fait que généralement, c'est un sentiment qui se file, puis je dirais, avec les années, c'est toujours le même genre de sentiment. Je sais pas si tu l'as déjà filé quand on a vu un narratif comme l'intelligence artificielle, on le voit, là, les phrases, c'est toujours les mêmes phrases que les gens disent. Puis, tous les gens des targets de prix plus hautes. C'est ça, puis comme tu disais, à partir du moment où tout le monde en parle, et si tu regardes les courbes du prix, mais tu vois bien que ton prix, il est monté, si tu veux, et que, comme tu dis, il arrive un moment, il faut récupérer des profits, au moins sa mise de fonds en tout cas, et si tout le monde en parle, ceux qui sont dans les cryptos savent que c'est en train de se tasser, justement. Ouais, c'est ça, puis même ceux qui sont dans les cryptos depuis longtemps et qui sont capables d'être profitables en investissement, là, une nuance importante parce que il y en a qui vont toujours se faire avoir là-dedans. C'est vraiment un cycle qui tourne sans fin. C'est pour ça qu'on a le Wall Street cheat sheet qui fonctionne tout le temps. C'est parce que la psychologie humaine reste toujours la même finalement. Puis ta deuxième question, est-ce que je vends toutes mes cryptos ou juste ma mise initiale? Mais là, ça dépend du macro-cycle. Si on est dans un macro-cycle qui, selon moi, est aussi encore pour 1 an ou 2, ben je vends ma mise initiale, je prends des profits, mais je vends pas toute ma position parce que, en général, quand toute la liquidité va revenir dans le marché, là, c'est vraiment comme un océan. C'est toujours des mots d'océan qu'on dit baleine, liquidité dans le marché. Ben, je sais que les narratifs, généralement, ils ont leur bulle. Après ça, on a 3 à 6 mois qu'il ne se passe plus rien, mais souvent, on a une autre bulle qui arrive dans le marché. Fait que c'est bon d'avoir encore des positions dedans. Mais généralement, bon, c'est ça. Vu qu'on est tôt dans le marché, je ne vends pas tout, mais plus tard dans le marché, ça se peut que je prenne des profits à 100% aussi.
Et du coup, quand tu parles de macro-cycle, est-ce que tu parles d'indicateurs techniques ou est-ce que tu parles aussi de justement du narratif euh, qui, comment dire, qui touche à sa fin et qui potentiellement pourrait ne pas continuer dans le prochain bull run, bien que te connaissant, tu n'investis jamais dans ce genre de narratif, c'est-à-dire qu'en général, tu prévois un narratif qui a une longue durée de vie. Mais est-ce Ouais. que tu parles juste technique ou aussi tu prends le mental avec? Enfin, le phénomène de mode, excuse-moi. Ouais, ben quand je parle de macro-cycle, je parle plus, par exemple, du cycle des cryptos en lien avec le cycle du marché des actions, là, que là, normalement, de ce que je vois, on risque d'avoir un cycle aussi qui s'en vient, comme on vient de parler au début de la vidéo. Puis les narratifs, je vois plus ça comme des micro-cycles, là, que c'est un effet de mode. Puis c'est ça, dans les narratifs, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment important, c'est qu'on a le leader de narratif, peut-être deux, trois leaders. Là. Par exemple, on parle de DeFi, on a Aave, Synthetix, Uniswap, qui sont les leaders. Eux vont monter généralement en premier. Puis après, on a les plus petites cryptos plus risquées. Ça fait que là, c'est un choix. Est-ce que tu vas dans les grosses cryptos que tu sais que ça va fonctionner, qui vont être là pour tout le cycle au complet, ou tu fais des gambles finalement dans des plus petites cryptos, que ça va être beaucoup de pump and dump, parce que la plupart des projets de crypto, malheureusement, quand on regarde vraiment le tokenomics, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cash grab pour les VC, là, que c'est un tokenomics qui fait juste avantager les early investors, puis nous, on peut en profiter quand il y a un narratif, mais là c'est là le 30 à 90 jours, même c'est plus 30 jours dans certaines cryptos où le narratif est comme où le tokenomics est pas bon, pardon. D'accord. Merci d'avoir partagé tout ça, c'est super intéressant. Et ça m'amène à une question que je trouve moi très pertinente. Est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es vraiment fier, quelque chose qui t'a vraiment marqué, et nous expliquer ce que tu as appris de ça, pourquoi tu es fier de ça, pourquoi tu es content de toi? Ouais, ben, peut-être elle qui me vient en tête, ben, il y a beaucoup de réussites, il y a beaucoup de défaites en investissement. Là. Je pense que ça arrête jamais. Bon, c'est sûr, repérer les narratifs avant les autres, c'est toujours quelque chose de vraiment excitant. Mais peut-être la réussite que je suis le plus fier de mes dernières années d'investissement, il y en a deux. Je dirais c'est d'avoir réussi à vendre des cryptos à la fin de la bulle 2021-2022. J'ai pas vendu le sommet, mais bon, j'ai vendu que c'était quand même assez haut. Puis ça, ça a été comme une réussite par rapport à mon échec en 2018 où est-ce que j'ai pas vendu. Puis j'ai surfé la hausse et la baisse. Fait que ça, réussite personnelle. Puis ben les autres réussites, c'est vraiment comme je te disais, trouver des narratifs avant les autres. C'est quelque chose qui est vraiment excitant, qu'on voit venir à petit feu. Puis ça, c'est ça. Ouais, je te dirais que c'est ça mon autre réussite. Alors justement, j'avais la question après, mais c'est pas grave, je vais la poser maintenant. Comment tu fais pour trouver les narratifs? Où est-ce que tu te renseignes? Comment tu arrives à trouver un narratif avant tout le monde? Ouais, ben ça, c'est avec plusieurs données, là. Tu sais, on pourrait en parler pendant des jours et des jours, là, toutes les données qui sont utilisées. Je pense qu'il y a deux choix là-dedans. Soit c'est d'être extrêmement technique, aller voir des données on-chain, puis vérifier tout ce qui se passe sur la blockchain. Est-ce que la TVL augmente? Est-ce que l'application est réellement utilisée? Ça, il y a une façon de faire qui est comme ça. Ou l'autre façon de faire, un peu plus degen, que tu n'as pas besoin avoir des connaissances techniques, c'est de voir vraiment la masse ou qu'est-ce que certaines personnes parlent sur YouTube et Twitter, qu'est-ce qui se parle. Souvent, ça commence à se parler, puis c'est certains groupes de personnes, c'est toujours les mêmes qui commencent à parler du narratif avant les autres, puis après, ça décolle vers la masse. Ça fait que moi, j'aime bien repérer ça au niveau social, backer ça avec des informations techniques on-chain, puis d'autres métriques aussi. Puis quand les deux corroborent, ben souvent, on a vraiment un vrai narratif qui arrive. Puis en plus, quand on a une nouvelle dans les médias de masse qui peut se transmettre en crypto, là, on a la totale. Oui, c'est clair.
Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous partager une de tes pires erreurs et qu'est-ce que tu as appris de cette erreur et surtout comment tu as corrigé cette erreur? Ouais, ben ma pire erreur, bon, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, là, c'est vraiment de pas avoir pris assez de profit après avoir fait des gains importants, là. Puis ça, c'est vraiment de la psychologie parce que quand on fait des gains importants, on dirait que on est les rois du monde, on voit plus la valeur de l'argent. Comme le cycle de 2017, mon portfolio avait fait plus que x50. J'avais jamais connu ça avant dans le marché financier. Puis là, bon, j'étais rendu à me dire que le Bitcoin, c'était le futur de l'argent, le futur de la monnaie. Puis la pire erreur, c'est de penser que ce qui monte ne redescendra pas, puis que cette fois, c'est différent. Tu sais. Cette fois, ce sera pas pareil. Le cycle, il n'y aura pas de correction. C'est ça la pire erreur à faire. Puis pour le corriger, ben, c'est d'avoir une approche, de comprendre que tout est cyclique. Ça fait que si tu fais de l'argent rapidement, si tu prends pas de profit, tu vas la perdre aussi rapidement que tu l'as gagné. Ça fait qu'en comprenant ça, en vivant la souffrance de, de perdre des gains, ben c'est inévitable que j'ai appris puis je veux plus vivre ce genre de situation-là. Ouais, je pense qu'on a tous fait l'erreur. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, de tous les gens que je connais, de tous les investisseurs que je côtoie, on a tous fait l'erreur de l'appât du gain, de croire qu'on peut toujours monter plus, et qu'on veut toujours plus au détriment de notre mise de fonds finalement. Ouais. Puis, bah, si tu comprends pas bien les cycles, justement, si tu es nouveau et que tu n'as pas l'habitude de voir monter et descendre, bah, tous, on est tous tombés dans ce piège. Ouais, puis même je rajouterais, peut-être, ça c'est vraiment important là, pour beaucoup d'investisseurs. Là. J'ai compris tout ce qui est on a déjà vu l'accumulation de Wyckoff, distribution de Wyckoff. T'as vu les chartes, là, je pense Ouais, plusieurs ouais. l'ont déjà vu aussi dans le dernier cycle, c'était très populaire. Mais en comprenant cette approche-là, j'ai vraiment compris que c'est le narratif qu'on a dans les médias, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai dans les médias. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quand un actif ou peu importe l'investissement, puis ça, j'ai étudié beaucoup de classes d'actifs, c'est qu'on a une phase d'accumulation où est-ce que le prix est bas, puis on a soit un moment où est-ce que le prix est tellement ennuyeux qu'il se transige dans un range serré que les gens capitulent, disent c'est de la merde, cet investissement-là, ça ne remontera jamais. Puis il y a vraiment un nombre de jours, j'ai analysé les derniers cycles, il y a vraiment un nombre de jours que je pense psychologiquement, humainement, t'es plus capable de dire ça va monter ce truc-là. Ça a tellement descendu longtemps, puis ça a resté de côté après, tu te dis c'est fini. Ça fait que les whales, eux, qu'est-ce qu'ils font, les baleines? Ils mettent des ordres d'achat, ils achètent passivement dans toute cette phase d'accumulation-là. Fait qu'ils espèrent que les gens capitulent, vendent leurs cryptos à bas prix. Puis eux, bon, ils gobent. Puis à un certain moment donné, ben, il n'y a plus de vendeurs. Tu sais. Les gens qui ont à vendre ont vendu. Ça fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour avoir d'autres vendeurs? Ben, on a ce qu'on appelle le markup dans tout ce qui est la théorie de Wyckoff. Fait qu'on fait monter le prix. Bon, on ne parlera pas de réaccumulation, on va aller directement dans la phase de distribution là, pour garder les choses simples. On fait monter le prix. Puis en même temps, il y a un certain moment que le prix monte tellement que les médias vont en parler, les gens vont se mettre à en parler. Puis là, c'est là que la foule embarque. C'est là que les gens commencent à en parler. C'est là que les gens achètent le truc quand il a fait x50, x100. Puis Et c'est trop tard. et c'est trop tard, puis c'est toujours le même truc. Puis le but, c'est que là, les nouvelles vont être fantastiques. Le Bitcoin s'en va 1 million. Puis le truc qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les médias vont dire fais du day trading, vas-y, fais du day trading, tu vas devenir riche. Le day trading, c'est la meilleure façon là, pour un trader amateur de faire passer son argent de sa poche vers la poche des gens qui savent ce qu'ils font. Puis là, on arrive, quand on a ce markup-là dans la phase de distribution, fait que là, les whales commencent à prendre des profits, puis ça prend des gens pour acheter, pour qu'ils puissent vendre, parce que sinon, ça fait baisser le prix. Fait que c'est pour ça que les médias commencent à chanter la chanson que c'est extraordinaire, ils vendent. À un moment donné, bon, ils ont pris les profits qu'ils avaient besoin, il n'y a plus vraiment d'acheteurs, on a, boum, le markdown, puis là, tout le monde panique, tout le monde vend, puis on recommence le cycle. C'est comme ça. Les marchés, c'est comme ça. C'est accumulation, montée, qui excite les gens, distribution, on descend, ça fait paniquer les gens,
Puis on recommence le cycle comme ça tourne en rond. Puis ça peut tourner en rond dans une tendance haussière, ça peut tourner en rond dans une tendance baissière. Il y a plusieurs, après, structures de marché. Mais quand on comprend ça, on comprend qu'on a une occasion unique d'avoir du 30X, du 50X, du 100X. Mais putain, prends les profits, achète-toi une Lambo, fais n'importe quoi, mais reste pas dans ce marché-là. C'est ça que ça veut dire. Justement, c'est parfait. C'est une super transition pour ma prochaine question, parce que je pense que tu y as répondu, mais si jamais tu veux rajouter quelque chose dessus. Attends, je vais juste enlever ça, voilà, et mettre la question. Justement, hop, pourquoi ça marche pas? Voilà. Comment gères-tu l'appât du gain dans un marché aussi volatile et justement, comment tu te fais violence pour récupérer tes profits? Donc, il y a la connaissance, c'est ce que tu viens de dire, comprendre comment fonctionnent les cycles, et les courbes, etc. Est-ce que tu as un autre truc et astuce ou à part que tu te sois fait avoir? Ouais, je dirais on dirait qu'à chaque fois que les cryptos montent, si tu vas sur les médias sociaux, il y a toujours quelqu'un qui, on dirait, a réussi à attraper tous les mouvements. On dirait que tout le monde a attrapé tous les mouvements. Puis là, tu te dis, je suis une merde, j'ai juste fait x3. Puis lui, il a fait x10. La plupart du temps, c'est pas vrai. Puis de faire des gains dans un marché aussi volatile, c'est exceptionnel. Fait que, qu'est-ce qui est important pour gérer l'appât du gain, c'est d'avoir une stratégie objective, comme un robot, là, à 2x, tu récupères, tu fais un plan. Tu achètes une crypto. Avant d'acheter une crypto, il faut peut-être déjà ton plan de revente. Donc, il faut que tu penses au potentiel de cette crypto-là en termes de prix, puis en termes de temps, combien de temps il reste au cycle. Puis là, ça te permet de faire ton plan. Bon, quand ça a fait x2, est-ce que je vends 25%? Quand ça a fait x3, est-ce que je vends un autre 25%? Puis si c'est déjà paramétré comme ça, comme un robot, tu n'as pas à y réfléchir. Je dirais pour un investisseur débutant, le problème, c'est que ils ont à réfléchir. C'est que là, tu as fait x5, tu te dis, si ça fait juste x2, là, je vais atteindre 1 million dans mon compte de banque. Puis là, c'est là que tu te fais défoncer. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre des profits de façon objective puis enlever les émotions de l'équation. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis j'en profite là pour, une fois n'est pas coutume, pour prêcher pour ma paroisse où justement je mets des outils disponibles là-dessus, qui est justement un plan d'action qui fait exactement ce que tu viens d'expliquer, justement, qui permet de mettre tout ça à plat, puis d'avoir un plan de match. C'est exactement ce que tu viens de dire. Il faut prévoir les choses à l'avance parce que sinon tu te fais avoir, ou alors tu veux toujours plus, ou tu sais pas où tu t'en vas. Il te faut un GPS pour savoir où aller. Donc, si ça intéresse, vous pouvez en savoir plus en scannant le code. Ouais, puis excellent ton plan d'action, Stéphanie. Très bien fait, en passant. Ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Il y a plusieurs membres de ma communauté qui l'ont acheté et qui sont satisfaits. Là. Fait que n'hésitez pas, si vous voulez un plan, c'est super. Merci beaucoup, merci. Et puis, justement, à part le plan d'action, parce que je te soutiens là-dessus, c'est indispensable. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de plan d'action. J'ai fait mon plan d'action fin 2018, au dernier cycle, si tu veux. Et je me suis fait avoir aussi en 2017, alors que je suis dans les cryptos depuis 2012, donc c'était pas mon premier rodéo. Mais j'étais pas assez précise, justement. Combien je retire? Est-ce que je retire à 50% de bénéfices, 100%, 200%? Ça dépend des monnaies, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Et puis, j'ai appris qu'effectivement, en fonction du market cap, en fonction des risques, en fonction du narratif, blabla, c'est là que tu vas pouvoir établir un plan d'action à l'avance. Et moi, ça a changé vraiment toute ma vie. Donc, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ce que tu as dit est totalement vrai. Ce qui m'amène justement à la question d'après. Est-ce que tu as des rituels ou des routines spécifiques, que ce soit dans le trading, que ce soit dans l'investissement traditionnel ou que ce soit dans l'investissement de crypto-monnaie, ou même dans ta vie de tous les jours, parce qu'on sait que le mental et le mindset est très important aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais régulièrement pour garder un mindset aussi? Ouais. Est-ce qu'on parle de routine d'investissement ou plus pour de lifestyle, d'être bien? C'est toi qui vois ce que tu trouves important que les gens comprennent. OK, peut-être on va parler de deux choses. Premièrement, un des problèmes que j'avais quand je commençais à investir, c'est l'espèce d'ambivalence, là. Par exemple, j'ai un montant à investir. On va dire, cette semaine, je vais investir 5 000 $. Bon. Fait que là, la question, c'est dans quelle crypto que j'ai investi. Puis là, cette ambivalence-là de dire, ah non, j'achète-tu celle-là ou celle-là ou celle-là. Puis là, quand tu achètes, tu es encore ambivalent.
éliminer toute cette ambivalence-là, là, de vraiment faire un plan précis. Bon, j'achète ça pour telle raison, telle raison. J'achète telle crypto pour telle raison, puis j'ai mon plan de vente. Puis aussitôt qu'on est tranchant, puis qu'il n'y a pas de « Ah, est-ce que je devrais revenir en arrière? » Tu sais, tellement de gens qui investissent « Ah, j'aurais dû. » Non, ça n'existe pas, j'aurais dû. Tu fais ton plan, t'achètes, puis tu vends, puis il n'y a pas de j'aurais dû. C'est comme, tu fais ce que tu as à faire, puis ça enlève beaucoup de stress, puis de questions mentales. Parce que je me souviens, je peux passer des jours à me dire, ah non, j'aurais-tu dû peut-être acheter un peu plus, peut-être j'aurais dû mettre 1000 là ou 1000. Non, t'achètes, c'est fini. C'est ça le truc. Puis l'autre point qui aide beaucoup qui est important pour être dans la crypto à temps plein, ben c'est facile de devenir accro à ce marché-là. Addict, c'est vraiment une addiction, là, parce que ça bouge tellement vite que c'est excitant. Ça fait que moi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'à tous les jours, je m'oblige à faire du sport, à bouger au moins une fois par jour. Ben c'est ça, je pratique le triathlon, soit la course, le vélo, de la nage ou de la musculation. Puis c'est un must. Puis quand je fais ça, ça replace les idées. Je reviens devant l'écran, puis comme, ah, OK, bon, c'est clair. Là. Parce que d'être assis devant un écran, le corps veut bouger, mais bon, là, tu es assis devant ton écran, tu vas sur TradingView, tu vas analyser tel truc, tu réponds à tel courriel, tu vas chercher tel document pour l'envoyer à quelqu'un. Tout ça se fait dans ta tête. Ta tête va dans plusieurs endroits, mais ton corps bouge pas. Fait il faut faire bouger le corps, sinon on devient un peu fou, là, puis stressé. Oui, c'est ça, stressé, parce qu'en plus, ça nourrit les doutes, donc c'est là où tu commences à douter, parce que plus tu vas focaliser sur quelque chose, plus tu vas avoir des doutes, comme tu disais tout à l'heure. Et je suis d'accord avec toi, bouger, changer les idées, faire une pause et puis revenir après. D'ailleurs, encore une fois, une transition toute faite pour vous rappeler que dimanche soir, donc à la fin du sommet, on a un invité spécial qui va venir nous parler du mindset, justement, de tout ce qui est psychologie et tout ce qui est important d'un point de vue mental pour un investisseur, pour justement chasser les doutes, les peurs et aller comme respecter notre plan là, si tu veux. Voilà. Mais d'un point de vue psychologique, un peu comme tu parlais de la santé mentale tout à l'heure. OK, ben c'est un point important dans l'investissement en crypto, surtout en crypto. Ouais. Ça bouge tellement vite que la partie psychologique devient comme capital à gérer. Puis aussi, là, on a parlé de l'excitation, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des stress post-traumatiques là, avec le bear market. Veux pas, quand tout ton argent disparaît dans FTX ou 90% de ce que tu avais est disparu, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont sur les talons, qui ont peur d'investir, qui ont peur de tout, puis que quand tu investis avec de l'argent apeuré, tu te fais avoir. Fait que juste penser à ça, les gens qui... Puis il y en a beaucoup dans cette situation-là. Fait que soyez conscients de comment vous agissez en ce moment après avoir vécu ce marché baissier-là, parce que ça peut pas... C'est pas bon de garder ce trauma-là en tête, là, vraiment. Fait que soyez-en conscients. C'est ça, puis la peur nourrit la peur, qui nourrit la peur, donc tu as de plus en plus peur, finalement, de plus en plus de doutes, tu sais plus, est-ce que j'ai mal fait, je me suis planté, j'y arriverai jamais, etc. Je suis pas bon, je suis une merde. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et tout ça s'auto-nourrit finalement, et c'est pour ça que j'ai invité Emmanuel dimanche soir, parce que je trouve, on parle rarement de ça, on est focalisé sur l'investissement, les narratifs, les cryptos, etc. Mais je trouve que parler du mindset et des peurs et comment affronter ça, je trouve que c'est aussi important d'avoir de préparer son mindset finalement et d'avoir un côté plus psychologique au regard de l'investissement. Ben, 100%. Puis moi, je connais personnellement des gens qui ont été brisés là, par le dernier bear market. Non seulement leur portefeuille a été brisé, mais là-dedans, ils n'ont plus leur edge, ils n'ont plus leur énergie. Puis exactement. C'est important d'adresser ça. Puis quand tu es coincé là-dedans, tu prends de mauvaises décisions parce que tu t'es drivé par tes peurs. Donc du coup, c'est là que si ça tombe encore, tu vas avoir tendance à tout vendre ou donc tu risques de prendre des mauvaises décisions au mauvais moment parce que tes peurs te dominent. Puis en plus, ce marché-là est 100% est fait pour détruire ces gens-là parce que on peut monter, on a des chutes de 50% en 3 jours, par exemple. Quelqu'un qui a peur, il va vendre dans le bas du marché, puis 3 jours après, on est revenu au même prix. Ou si une crypto fait x10, ben là, la peur de manquer le bateau, le fameux FOMO, c'est une autre peur. Fait que tu achètes trop haut, tu vends trop bas, puis bon. Fait que
Voilà, on a bien parlé de la part. Hmm. Alors, comment est-ce que tu parviens à faire des profits régulièrement, justement avec tous ces cycles? Parce que ça monte, ça descend. Est-ce que tu as des stratégies particulières? Est-ce que, alors on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus ou pas? Euh, ouais, ben, je pense qu'on a parlé beaucoup tout à l'heure. Là. Ça reste quand même d'avoir un plan, de suivre son plan, d'être tranchant, puis pour moi, c'est de suivre les narratifs, puis de pas hésiter à prendre des profits. Là. Je m'en fous que tout le monde dit que la crypto est bonne. Moi, si je veux les profits, ça me change rien. Puis on s'entend que les gens pensent qu'ils se donnent une fausse perception. Je parle avec beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pas là pour l'argent, sont là pour la technologie, changer le monde. Mais si tu mets ton argent dans le truc, c'est que tu es là pour faire de l'argent. Je veux dire, ça change pas le monde que tu as investi dans Ethereum. Ça change rien. À part que si tu prends des profits et que tu fais un truc qui te rend heureux, qui te rend meilleur, ça peut changer le monde aussi. Bien sûr, bien sûr. On peut faire les deux, mais je suis d'accord avec toi que si tu perds tout ton argent, tu vas pas pouvoir aider grand monde, à commencer par toi. Donc si toi tu vas pas bien, bah les gens vont. Si on voit que tu t'es planté par exemple et que t'es pas bien et que finalement bah tu parles en mal des crypto-monnaies, c'est pas rendre service aux crypto-monnaies. Donc si t'étais parti pour le principe de changer le monde, bah si tu te plantes et que t'es pas bien, tu vas faire l'effet inverse. Ouais, exactement aussi. Ça fait que, ben, comment parviens-tu à réaliser régulièrement des profits? Ben, c'est en faisant une bonne analyse non seulement technique et fondamentale, là, les deux vont ensemble pour répondre à la question qui est là. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé quand même déjà. Tout à l'heure, oui. Alors, comment est-ce que tu gères un marché baissier? Parce que les gens ont tendance à avoir très peur du marché baissier, mais il me semble, maintenant, chacun son opinion, mais il me semble que justement, on attend tous le marché baissier justement pour acheter et ensuite aller en marché haussier. Donc c'est une opportunité majeure, c'est quelque chose de génial, un marché baissier. Ouais, ben, comment gérer le marché baissier puis être heureux, justement, là, ben, il faut avoir du cash de côté. Là. C'est là qu'il faut prendre des profits. Puis on n'est pas obligé d'être toujours 100% investi. Là. C'est comme un truc que les gens ont en tête. On dirait qu'il faut toujours être 100% investi. Sinon, tu crois pas aux crypto, tu es un perdant, t'as pas de conviction. Mais non, si tu veux être capable de bien gérer un marché baissier, faut peut-être du cash. Fait que là, plus que ça descend, ben plus que tu es heureux. Mais à l'inverse, si t'as pas de cash, ça fait l'effet pervers inverse. Ça fait que ça reste d'avoir du cash de côté. Ou C'est pour ça. si tu es tout investi, ben d'avoir un travail qui te permet d'avoir du cash que tu peux investir. Ça peut aider aussi. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir les connaissances, surtout dans ce milieu-là, parce que les cycles sont très courts. Donc, si tu comprends, si tu as les connaissances nécessaires des cycles, des narratifs, etc., des corrections, et des résistances et des supports, ben, c'est là où tu comprends toute l'importance du bear market et c'est là où tu comprends que si tu as bien fait les choses avant, ben justement, tu as ta liquidité parce que tu la gardes justement pour ce moment bien précis et parce que tu sais comment ça fonctionne. Donc les connaissances sont vraiment indispensables et à partir du moment où tu connais quelque chose, en général, tu n'en as plus peur justement. Ouais, c'est vrai. Puis, ben justement, c'est un point très important que tu apportes là, c'est prenez le temps de vous former. La plupart des gens pensent tout connaître sur l'investissement, mais plus qu'on se forme, plus qu'on se rend compte qu'on connaît rien finalement. Ça fait que si t'es pas capable d'analyser une charte, ben, prends le temps de faire un cours de trading, d'analyser comment ça fonctionne. Si tu sais pas comment faire une analyse fondamentale, comment fonctionne une compagnie, ben, prends le temps de comprendre comment faire une analyse fondamentale. C'est comme des principes comme importants, mais qu'on dirait que les gens outrepassent parce qu'ils ont fait un x2 sur une crypto ou sur un shitcoin. T'es pas Warren Buffett, il faut prendre le temps d'analyser les trucs, tu sais. Puis il faut se dire les vraies choses, je pense, là-dessus. Puis aussi, pour revenir sur le marché baissier, ben, en même temps, ça reste que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour l'écosystème, un marché baissier, parce que on enlève les leviers du système. Tous les projets de merde sont enlevés. La plupart des scammers sont plus intéressés. Fait que c'est comme un peu une purge de toute la scrap qui s'accumule dans un marché aussi.
Et puis aussi, on peut voir aussi justement les entreprises qui gèrent mal leur budget, qui vont faire faillite ou qui n'ont pas assez de force pour supporter ça finalement. Donc c'est pas plus mal qu'on les élimine avant de trop investir dedans aussi. Ouais, ça c'est vrai aussi. On voit dans le fond qui se baignait tout nu dans l'océan quand la liquidité s'en va. Oui, tout à fait. Bon, écoute, comme d'habitude, tu as déjà répondu à la question, mais je vais la mettre pareil. Si tu devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un, donc on vient de parler de la connaissance, est-ce que tu restes là-dessus ou est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Ouais, ben, ok, ben, on prend en donner deux. La connaissance, c'est tellement important là, pour un débutant. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais à mettre ton argent dans un truc si tu as lu pendant 5 minutes un article, puis que tu as travaillé des heures pour ton argent, tu lis 5 minutes un truc, tu mets ton argent, ça n'avait pas de sens. Faut avoir les connaissances. Puis avoir les connaissances, qu'est-ce que ça veut dire, Stéphanie? Là? Ça veut dire que tu lis un truc sur une crypto ou sur un projet, puis tu es capable de résumer. Oh, désolé, mon téléphone. Tu es capable de résumer c'est quoi la crypto en 2 phrases. Mais tu as compris en arrière. 2 phrases veut dire beaucoup. Puis tu te rends compte qu'il y a plusieurs personnes, tu leur demandes à quoi ça sert telle crypto qui ont investi dedans. Ils n'ont aucune putain d'idée à quoi ça sert. Ça fait que déjà, de comprendre ça, c'est primordial de ne pas couper les coins ronds, de vraiment prendre le temps d'aller en profondeur sur les sujets. Puis deuxième chose pour un débutant, ben avec son argent, quand on commence à investir, ben allez-y pas trop intense. Là. Commencez par juste mettre un orteil dans l'eau là, avant de plonger quand vous savez pas ce que vous faites, parce que dans ce monde-là des cryptos, les débutants se font rincer. Fait que allez-y avec un montant que ça vous dérange pas qui varie là, de jour en jour. Puis si vous faites des gains, ben tant mieux. Vous allez avoir appris les compétences pour faire des gains, puis là, vous allez pouvoir mettre plus d'argent. Parce que quand on a compris comment faire des gains dans le marché, c'est une compétence qui se perd pas. Mais à l'inverse, d'aller trop vite, d'avoir des pertes catastrophiques dans son argent, par exemple une perte de 50% de son capital, c'est vraiment dur de se remettre de ça. Versus prendre 5 ans avec un peu d'argent puis de devenir bon. Puis après ça, si tu sais que tu as un taux de succès de 60% quand tu as investi, ben, Kim, tu peux aller loin avec ça. Puis tu peux faire un bout qui te rend beaucoup plus riche. Là. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Parce qu'en plus, souvent, ce que font les gens, là je parle du trading, pas forcément du holding, très souvent, ils vont s'entraîner sur des trucs virtuels, c'est des exchanges Ouais. virtuels, où là tu gagnes tout le temps, c'est super facile. On gagne tous et on est tous super contents. Et puis quand on décide d'y aller en réel, justement, les peurs embarquent parce que là, c'est du vrai argent, donc tu as peur de le perdre. Donc tu prends pas les mêmes décisions parce que comme c'est du vrai argent, Ouais. ta peur va embarquer et puis tu vas vendre alors que quand tu t'entraînais sur le virtuel, tu n'aurais pas vendu parce que tu t'en foutais. C'est vrai. Et Ah du ouais, coup, à 100%. Ouais, puis pour rebondir là-dessus, c'est vrai que jouer avec de la vraie argent, c'est important de commencer rapidement, mais pas beaucoup. Même jouer avec, je me souviens quand je commençais à trader les contrats futurs, c'était un truc, c'était 100 $. Je pense que j'avais 1000 $ en jeu, puis ça variait chaque tick de 12,5 $. Puis juste faire 25 $ dans ma journée, j'étais excité comme un fou. Puis perdre 25 $, je me sentais comme une merde. Fait que si t'es dans cette situation-là, ben vas-y mollo, ok? Mais pas, hypothèque pas la maison, t'es mieux de te faire les dents, puis après plusieurs années, quand tu sais que ça marche, ben let's go, là. On applique la même stratégie, mais avec un plus gros montant. ouais, je suis d'accord avec toi. De toute manière, dans tous les domaines, pas seulement l'investissement, la connaissance et la maîtrise d'un sujet, c'est primordial, je pense. On peut pas faire l'impasse là-dessus. Ah ouais, à 100%. Puis en plus, ce qui est génial, Stéphanie, c'est que quand on regarde la masse de gens, là, sans vouloir insulter personne, mais ça lève pas haut dans les sujets. Si tu as juste fait 20 heures d'études sur n'importe quel sujet, tu es en haut de 95% de n'importe qui. Ça prend juste 20 heures en général pour n'importe quel sujet. Et après ça, quand tu vois contre qui tu te bats, qui est la masse, qui pense qu'il connaît ce qu'il fait, ben, tu as un edge. Dans le fond, le but en investissement, c'est d'avoir un edge sur les autres qui savent pas ce qu'ils font. Est-ce que pour ceux qui ne savent pas, qui débutent, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un hedge? Un edge, c'est avoir un avantage tactique, dans le fond, c'est d'avoir un certain avantage. Soit que,
je sais pas, tu es capable de faire une analyse sociale qui te donne un certain edge, un peu d'avance sur les autres, une analyse technique qui dit, OK, gars, je suis capable de voir que là, on est survendu ou suracheté. Tout ce genre d'avantages-là que tu as sur quelqu'un de normal te permet d'être un meilleur investisseur. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec la dernière question, mais avant, je tiens à préciser qu'on tourne cette vidéo au mois d'août, donc le sommet sera diffusé à l'automne 2023. Là, nous sommes au mois d'août 2023. Donc, à vérifier si l'information est toujours aussi pertinente au moment où on fera le sommet. Mais ma question est la suivante. Est-ce que tu as une crypto ou un narratif de prédilection au moment donc, où on tourne cette vidéo? Et je m'excuse, j'ai marqué juillet, mais nous sommes le 2 août. J'ai oublié de corriger. Ah ouais, bonne question parce que en ce moment, ma théorie, c'est que je suis investi dans plusieurs narratifs, plusieurs crypto-monnaies leaders de narratifs parce que je ne sais pas quel va monter avant les autres. C'est sûr que l'intelligence artificielle va avoir une autre bulle, selon moi, mais aussi qu'est-ce qui se trame en arrière-plan, c'est tout ce qui est la finance décentralisée 2.0, si on veut, avec les contrats dérivés, les options. La tokenisation. La tokenisation des actifs. Fait qu'il y aurait plusieurs crypto-monnaies qui vont connaître des bons gains là-dedans aussi. Ça fait que c'est dans ces narratifs-là, puis là, je regardais aussi même le gaming qui risque de devenir populaire parce que dans le cycle de 2021, on avait des cryptos de gaming qui ont explosé à la hausse, comme Axie Infinity qui a fait x1000. Mais c'est un jeu quand même ordinaire, puis beaucoup de jeux ordinaires. Mais là, on voit des jeux qu'on pourrait jouer normalement sur une console, que c'est des jeux AAA qui vont être sur des blockchains avec des NFT. Il y a UOS aussi, Ultra, qui permet justement de faire le pont, justement, qui pourrait éventuellement aider dans l'adoption de masse avec, comme tu dis, des jeux de qualité. Où Ultra joue un peu le rôle de Steam pour les connaisseurs, qui est une plateforme d'achat. Ça peut aussi aider au gaming, comme tu disais. Puis justement, c'est un bon point que tu avances là. Dans tous les narratifs, il va y avoir des... J'ai déjà fait l'analogie sur ma chaîne, là, mais des compagnies que c'est des vendeurs de pelles et de pioches, des compagnies que c'est des pépites d'or. Là. Ça, c'est l'analogie avec la ruée vers l'ouest. Ouais. Quand il y avait des chercheurs d'or dans les années 1800 aux États-Unis qui allaient dans l'ouest pour trouver de l'or, les compagnies qui vendaient des pioches et des pelles faisaient de l'argent de façon garantie. Puis les chercheurs d'or, t'en avais 1 sur 100 qui trouvaient une pépite d'or. Ça fait que tu as le choix soit d'investir dans des compagnies un peu à la UOS ou Gala Games qui, eux, vont avoir les jeux sur leur plateforme puis qui font une commission à chaque fois que quelqu'un achète un truc sur la plateforme. Ou tu essaies de trouver le jeu qui va exploser. Ça, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Oui. Puis même chose pour les NFT. Même chose pour la DeFi. C'est mieux d'avoir un programme de DeFi qui va regrouper la plupart des actifs tokenisés ou qui va avoir la plupart de la liquidité de crypto ou d'essayer de trouver le truc de DeFi bien spécifique. C'est plus dur. Ça fait que ça dépend de l'approche. Moi, j'adore l'approche pioche et pelle. Même chose pour l'intelligence artificielle avec BitTensor, je le vois comme ça, versus d'investir dans un projet bien spécifique d'intelligence artificielle. On ne sait pas s'il va marcher, mais quand tu as un truc qui regroupe tous les modèles, ben là, tu sais que tu as des bonnes chances que ça fonctionne. Oui, je partage ton avis là-dessus, je suis comme toi, puis c'est marrant que tu donnes cette analogie de la pioche et des pépites, parce que moi aussi, écoute, ça fait plusieurs années que j'ai aussi un groupe de personnes qui me suivent, et je pense qu'il n'y a pas un trimestre où je ne fais pas cette analogie dans le groupe. Ah, ok, excellent, c'est parfait. Là. On a la même façon de penser là-dessus parce que ça fait tellement du sens. Long terme. Comme tu dis, ça fait vraiment beaucoup de sens parce que trouver une pépite, là, je veux dire, si tu as 300 jeux, comment veux-tu savoir celui qui va être adopté par le public, qui a un bon tokenomique, qui va bien marcher, qui va blablabla, qui fait de la bonne publicité, etc., versus une plateforme, pour reprendre l'exemple dont on parlait, qui, elle, va prendre tous ces jeux, qui va les mettre sur sa plateforme. Donc, tu es sûr que peu importe le jeu qui va marcher, tu auras au moins un petit gain quelque part. C'est plus logique de faire comme ça, je trouve. Ouais, c'est ça, on met plus les chances de notre côté parce qu'on n'a pas, justement... Ça prend le edge qu'on a parlé. Dans les jeux, si tu comprends pas le gaming, puis
même à la limite, tu sais même pas qui est derrière le jeu, puis t'as jamais joué au jeu, tu sais pas qu'est-ce qui va devenir, mais t'as pas le edge qui te permet de choisir le jeu, à part que si t'es quelqu'un qui est vraiment un gamer à fond, peut-être que là, ça vaut la peine de chercher les pépites, mais quand t'es comme nous, que tu regardes l'écosystème global, puis qu'on n'a pas le temps de jouer à des jeux toute la journée, ben t'es mieux d'aller avec les pioches et pelles, comme qu'on vient de parler. Puis après, rien ne t'empêche de faire les deux aussi, c'est-à-dire de couvrir ton investissement avec justement les pioches et pelles, et puis essayer de trouver une pépite à côté. Puis si ça marche pas, les pioches et pelles pourront éventuellement te permettre de récupérer ce que tu as perdu si tu as pris le risque suivant ton profil d'investisseur. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'agressif, ça peut être aussi une solution. Ouais, puis qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est même, comme tu dis, peut-être mettre un 80-90% de son investissement dans les pioches et pelles, puis d'avoir des petites mises qui peuvent faire un x100, mais qui peuvent aller à zéro, puis juste une petite mise, une mise de 1%, par exemple. 1% dans une crypto à 5 millions de market cap, si elle fait x100, ben ton 1%, finalement, tu viens de doubler ton portfolio avec une crypto. C'est génial là, quand ça arrive. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis je vais encore prêcher pour ma paroisse, dont ces stratégies, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de stratégies comme ça, donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner et à nous suivre, autant Paul que moi et que tous les intervenants du sommet d'ailleurs. Ça nous permet de faire plus de vidéos, ça nous permet aussi de répondre à vos questions, parce que quand vous laissez des commentaires, nous, c'est comme ça que ça nous inspire pour faire nos vidéos aussi, donc tout le monde est gagnant et on se soutient tous. Et sur ce, je fais une belle transition encore pour te remercier énormément de ta participation, Paul. On va clôturer la vidéo là-dessus. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Je dirais, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'était super. C'était bien sympathique comme entrevue. Puis, bien hâte de voir comment ça va sortir au sommet des cryptos avec toutes les entrevues que tu as fait. En tout cas, bravo pour le travail. C'est un travail énorme. Là. Fait que, je pense que peu de gens se rendent compte à quel point c'est colossal là, ce que tu fais. Puis, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup, Paul. C'est très apprécié. Et puis, je vous invite vraiment tous à nous suivre pour nous soutenir. Posez des questions dans les commentaires. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Et puis, un grand, grand merci. J'espère te revoir l'année prochaine pour la 3e édition. Avec plaisir, Stéphanie. Avec plaisir. Au revoir à tous et merci. Bye bye. Bye. Mon vrai background, c'est que j'ai fait des études universitaires comme infirmier clinicien. C'est vrai? En santé mentale. Remarque, c'est important aussi pour l'investissement. C'est la santé mentale m'a fait comprendre toutes les patterns psychologiques du marché au final. Là. Tout se ressemble. C'est un marché qui est dirigé par des humains, fait que c'est la même chose. Hein. Les cycles se répètent comme un humain répète quand il se réveille le matin, il fait toujours les trois premières choses, c'est les mêmes choses pour tout le monde, selon comment il est programmé. C'est ça qui est drôle. En fait, j'ai comme un problème avec les intros. Là. Depuis 6 mois, là, il faut toujours que je répète mon intro 5 fois avant de faire une vidéo. Fait que, recommençons ici. Tu as un fonds de toute manière d'investissement, il me semble. Tu as fait des études là-dedans, tu as travaillé là-dedans. Je veux dire, tu sors pas de nulle part non plus. Là. Oui, je sors à 100% de nulle part, Stéphanie. Sérieusement, j'ai aucune étude en... J'ai... Ouais, fait que je sais pas si tu vas regarder ça au montage, mais oui, je sors de nulle part. Parce qu'en crypto, on apprend tout par nous-mêmes. Fait que je fais pas exception à la règle, bien auprès. J'y ai pensé. Le problème, c'est que comme je n'ai pas Hydro-Québec ne se rend pas ici, donc je suis que au panneau solaire. Oh merde. C'est largement bon pour moi, il n'y a aucun problème. Mais du coup, je peux pas miner. Ah, mais attends, tu vis comme autonome, de façon autonome? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est fou. Ah ouais, non, c'est vraiment un truc que j'ai appris sur le tas à force de me faire défoncer par le marché. Je me suis dit, putain, il faut que je comprenne ce que je fais. Bonjour Paul, je suis ravie de t'accueillir Ok.